J'étais une star. Et toutes les stars voulaient, avec moi, parcourir le monde. J'étais au firmament et mon nom même tutoyait le ciel. J'étais une star. J'ai incarné vos rêves de liberté, de progrès, de prospérité et de paix. Je suis allé plus loin, plus haut, plus vite qu'aucun autre avant moi. Je vous ai appris à enjamber les océans, à regarder au-delà des montagnes et des déserts, à vous asseoir sur les nuages et à habiter le ciel. J'ai rétréci votre monde et élargi vos horizons. J'étais une star. Et pourtant, je n'étais qu'un avion, une machine volante, un assemblage de tôles, de câbles et de rivets. Mais de toutes les machines qui ont sillonné le ciel, je suis l'une de celles qui a laissé son empreinte, sa ligne, sa voix. J'étais une star. On m'appelait Constellation. Je suis ce qu'on pourrait appeler un enfant du baby-boom. J'ai grandi après-guerre dans l'euphorie de la victoire, avec la certitude de vivre dans un Éden retrouvé dont je serais l'un des seigneurs. Nos parents avaient terrassé la barbarie à coups de bombes atomiques, et ils nous offraient le monde sur un plateau. Ce monde, nous voulions le refaire à notre image, insouciant, pressé, ambitieux. Nous avions soif d'espace, de liberté et surtout de richesse. Ça tombait bien. Tout était à refaire et l'argent coulait à flot. « 1945. L'Amérique victorieuse impose sa suprématie industrielle. 5 années durant, l'oncle Sam a fourni du matériel de guerre à tous les pays alliés. De l'Angleterre à la Chine, de la Russie soviétique à la Nouvelle-Zélande, toutes les armées ont roulé, navigué, volé sur des machines sorties des usines américaines. Des usines qui, à peine le conflit terminé, sont reconverties dans le civil. La civilisation industrielle est à son apogée et le commerce reprend ses droits. Un commerce qui exige de nouvelles routes et une capacité de transport toujours plus importante, sur terre, sur mer et surtout dans les airs. Le monde qui vient sera celui du mouvement. Le temps se raccourcit, le voyage se banalise et l'on parle désormais de transport de masse. En 1946, 6 millions de personnes empruntent régulièrement les vols commerciaux à travers le monde. Elles seront 15 fois plus nombreuses à l'aube des années 60. Pour transporter, toujours plus vite, toujours plus loin, ces voyageurs toujours plus nombreux, il faut des véhicules toujours plus sûrs, plus autonomes, plus imposants. Sur mer, les grands paquebots transatlantiques connaissent un nouvel âge d'or. Ils ont pour nom Queen Elizabeth, United States ou France. Qu'ils en profitent, ces géants des mers. Cet apogée sera leur chant du cygne. Car dans les airs aussi, de nouveaux géants apparaissent, capables d'enjamber les océans. Star des avions et avions des stars, le Constellation est sans doute le plus beau des quadrimoteurs à hélice. Son luxe, son confort, sa puissance, l'élégance de sa ligne terminée par cette triple dérive qui le caractérise, ont marqué les esprits et les voyages intercontinentaux de l'après-guerre. 30 mètres de long, 7 de haut, capable d'embarquer 43 passagers dans sa première version et de les transporter à 565 km/h en vitesse de pointe, le Lockheed Constellation fut The Queen of the Sky,
les anglo-saxons utilisant le féminin pour souligner les courbes harmonieuses de son fuselage, affectueusement surnommée Connie par ses pilotes. Une pin-up désert, terriblement 50s. Pourtant, cet avion était né avant-guerre du rêve d'un mégalomane de génie, aviateur passionné, Howard Hughes. Mon père. Mon père était un génie. Un génie et un fou. Enfant, il clamait déjà qu'il voulait être le plus grand aviateur du monde et l'homme le plus riche du monde. Et, de fait, c'est à peu près ce qu'il a été. Il a touché à tout. L'industrie, le cinéma, le transport aérien, les casinos, l'immobilier, et partout il a réussi. Mon père, c'était l'Amérique. Dans ce qu'elle a de plus admirable et de plus effrayant. La force de la volonté, la foi dans le travail, l'insolence de la jeunesse, la conviction de la réussite, mais aussi l'arrogance, le repli sur soi, la mégalomanie et, au bout de la route, la folie. Mais c'est mon père, et je lui dois tout. J'étais son enfant chéri. Rien n'était trop beau pour moi, et rien ne pouvait m'être refusé. Pour que je sois tel que je me rêvais, il a dépensé personnellement 20 millions de dollars. Il m'a redessiné encore et encore. Et il a été mon premier pilote. En 1939, Howard Hughes a 33 ans. Et il est déjà un homme riche. Héritier d'une grosse entreprise d'outillage industriel, il s'est lancé dans la production de films pour Hollywood en 1930. Son premier opus, Les Anges de l'Enfer, est un hommage appuyé à son autre passion, l'aviation. Et déjà une folie. Certaines scènes de bataille aérienne auront nécessité plus d'une centaine d'appareils pour répondre à ces exigences. En 1932, il fonde la Hughes Aircraft Company afin de construire ses propres appareils. En 1935, il bat le record du monde de vitesse à bord de son prototype H1 Racer en volant à 560 km/h. Dans la foulée, il s'offre en 7 heures le record de traversée des États-Unis à bord du même appareil. En juillet 1938, il s'envole pour une tentative de record de tour du monde aux commandes d'un Lockheed L-14 Super Electra. « 91 heures et 14 minutes plus tard, il s'adjuge le record en survolant l'Allemagne nazie sans autorisation. Hitler ayant personnellement interdit cette démonstration de la puissance américaine. The great ship touches Earth at the same place the journey started. Almost 15,000 miles ago, Siberia, Alaska, Minneapolis, and now back at last. Tired, yes, but happy. Mais Hughes voit toujours plus grand et ne saurait se contenter d'empiler les records. Depuis que Charles Lindbergh a volé de New York à Paris en 1927, Hughes a un rêve. Le vol transatlantique sans escale, l'Europe au bout des ailes, d'une traite, mais avec des passagers. Beaucoup de passagers. Un véritable train désert. Sans doute est-ce cette idée fixe qui le pousse en 1939 à acquérir la TWA. Un investissement de 15 millions de dollars jugé délirant par les commentateurs de l'époque. Et plus délirant encore, la demande qu'il fait à Lockheed de développer pour sa compagnie un gros porteur commercial, le plus gros jamais mis en service
équipé de 4 moteurs, capable d'effectuer des vols transcontinentaux d'une traite, avec plus de passagers qu'aucun autre avant lui. Cette fois, ce sont 20 millions de dollars qu'il s'apprête à investir. 20 millions et beaucoup d'énergie. 5 années durant, Howard Hughes va se passionner pour la conception de cet avion. Il entra les bureaux d'études de Lockheed, corrigeant les lignes de l'appareil, apportant des recommandations très précises sur l'ergonomie de pilotage, l'aménagement de la cabine, le confort des passagers. Visionnaire et capricieux, Hughes fait du Constellation devenir sa créature, son golem. Et pour lui donner vie, il bénéficie de l'expertise d'un autre génie de l'aviation, Clarence Leonard Kelly Johnson, jeune et brillant ingénieur en chef du bureau d'études de Lockheed. Oncle Kelly. C'est lui qui a fait de moi ce que je suis. Mon père et lui, c'était le feu et l'eau, si différents, et si complémentaires pourtant. Mon père était habité de rêves, tous plus fous les uns que les autres, et oncle Kelly les créait pour lui, tout simplement. Il transformait les rêves en équations, les équations en processus, les processus en prototypes. Et de ces prototypes, on fabriquait les plus beaux avions de son époque, les plus beaux, les plus rapides et les plus racés. La preuve ? Regardez-moi. J'ai été sa première grande réussite, la première d'une longue série qui s'est étalée pendant plus de 30 ans. Hughes voit grand, très grand, trop grand. Hughes a la folie des grandeurs. Folie, pas si sûre. En fait, ce sont les circonstances qui le condamnent à la surenchère. Depuis qu'en 1938, l'administration américaine a adopté le Civil Aeronautic Act pour réguler et sécuriser le transport de passagers, chacune des 3 grandes compagnies américaines s'est vue attribuer une portion du territoire des États-Unis. Or, la TWA de Hughes a hérité de la partie centrale, la moins peuplée, la moins développée économiquement et surtout la seule qui n'ait pas d'accès à l'océan. S'il veut sauver sa compagnie, il lui faut un appareil capable de voler plus longtemps en transportant plus de passagers que ceux de ses concurrents pour séduire une clientèle internationale argentée. Lorsque Hughes contacte Lockheed, le constructeur a déjà demandé à Kelly Johnson de travailler sur un projet de long courrier quadrimoteur baptisé Excalibur. Un avion qui ressemble aux avions déjà en service chez Boeing ou Douglas. Ce sera la base du futur Constellation. Au premier rendez-vous avec Kelly Johnson et les patrons de Lockheed, Howard Hughes arrive en retard. Il s'assoit et commence de but en blanc à exposer ce qu'il veut changer sur l'avion. L'Excalibur devait transporter 32 passagers. Il veut pouvoir en embarquer 50. Hughes veut que son avion vole à plus de 500 km/h. Il veut un salon privé à l'arrière, de couleur bleue. Il veut une cuisine embarquée. Il veut des couchettes. En tout, une vingtaine de modifications, plus quelques autres qui lui viennent au fur et à mesure qu'il parle. Arrivé au bout de ses exigences, il demande « Combien par unité si je commande 40 appareils ?» Le président de Lockheed lui répond du tac au tac « 425 000 $. Hughes s'assoit par terre, à la manière d'un Indien. Il dit « Diable, la TWA n'a pas cet argent. Je n'ai plus qu'à les payer moi-même. Allez-y et envoyez-moi la facture. » Puis il se lève et sort sans rien ajouter. Le projet Constellation vient de naître. Il faudra 4 ans à Kelly Johnson et à son équipe pour présenter à Howard Hughes un prototype de l'avion qu'il avait rêvé. 4 ans au cours desquels ils auront à déployer une ingéniosité sans cesse renouvelée pour que l'avion surclasse tous ses concurrents. Pour faire voler un engin d'une telle taille, il faut des moteurs de géants. Ce seront des Wright R-3350, des monstres jusque-là réservés aux colossaux bombardiers B-29. Et pour que cet avion atteigne la vitesse souhaitée, il lui faut des hélices en proportion. Il faut donc adapter le train d'atterrissage
qui doit être suffisamment haut pour que les pales ne creusent pas le sol. Du coup, on imagine un fuselage plongeant vers l'avant pour diminuer la hauteur du train de nez, et on relève l'arrière pour limiter la perturbation que ces hélices titanesques ne manqueront pas de provoquer sur la gouverne. Le Constellation aura donc la forme élégante d'un dauphin filant sous les vagues, quand tous ses concurrents ressemblent à des cigares un peu trop ventrus. Et pour gouverner de telles hélices, il faut un empennage d'une hauteur telle qu'aucun hangar ne pourra accueillir l'appareil. Qu'à cela ne tienne, répartissons la hauteur sur 3 empennages parallèles et ne touchons pas au hangar. Cette triple queue, qui rend le Constellation si immédiatement identifiable, est donc le fruit de la standardisation des installations aéroportuaires et de l'astuce de ses concepteurs. Chaque problème résolu en amène un autre, que Kelly Johnson et son bureau d'études surmontent inlassablement. Tout est surdimensionné dans ce projet, tout est hors norme. L'approvisionnement en carburant, qui nécessite de nouvelles citernes, le temps de vol, qui implique que l'équipage dispose d'un espace de repos, la complexité des instruments, qui oblige à embarquer un équipage de 4 personnes, pilote, copilote, radio et ingénieur de bord. Il faut dire que jamais la cabine d'un avion n'avait été aussi encombrée d'instruments, de cadrans, de voyants, d'aiguilles, de systèmes de contrôle. Avec le Connie, le pilotage aussi change d'époque. Fini l'ère des baroudeurs héroïques en blouson de cuir usé. Place aux techniciens du vol et à la division des tâches. On ne peut pas vraiment dire que j'ai eu une enfance malheureuse, non. J'étais même un enfant gâté, un gosse de riche à qui on ne refuse rien. Rien n'était trop beau pour moi. Il fallait que je sois beau. Le plus beau de tous mes congénères. Je devais briller en société, épater la galerie, en mettre plein la vue de tout le monde. J'étais le petit dernier, celui à qui on passe tous ses caprices, parce que c'est sur lui qu'on fonde tous les espoirs déçus par ses prédécesseurs. Mais il faut dire que j'étais prometteur, très prometteur. J'avais des capacités très au-dessus de la moyenne. Dans ma famille, j'étais le meilleur. Et ça, c'est un fait que personne ne peut contester. Ma vie s'annonçait comme une longue suite de succès ininterrompus, d'exploits jusque-là inégalés. J'allais faire la fierté de mes parents, ça semblait tellement évident. Puis cette saloperie de guerre est arrivée. Le 7 décembre 1941, à 7h43, 441 avions de l'armée de l'air japonaise fondent sur la base américaine de Pearl Harbor. L'attaque ne dure qu'1h50. 10 navires de guerre sont coulés, 17 sont inutilisables. Sur les 390 avions militaires que comptait la base, 352 ont été détruits ou sont incapables de prendre l'air. Pour la première fois depuis la guerre d'indépendance, l'Amérique est touchée sur son sol. Dans les heures qui suivent, le président Roosevelt engage les États-Unis dans une guerre totale. Toute l'industrie américaine est engagée dans l'effort de guerre. Les avionneurs se voient interdire par décret fédéral le développement de tout projet civil. Pas un avion ne doit sortir de leurs usines qui ne soit destiné à l'armée. Chez Lockheed, les premiers prototypes du Connie sont presque achevés. Mais risquent, guerre oblige, d'être cloués au sol.
qu'à cela ne tienne. On les repeint à la hâte aux couleurs de l'US Air Force. Ils reçoivent une immatriculation militaire et un nom de guerre, XC-69. Reconverti en appareil militaire, le Constellation peut enfin déployer ses ailes. Le 9 janvier 1943, le pilote d'essai Eddie Allen s'installe aux commandes du premier XC-69 sorti des chaînes de Lockheed pour son premier vol d'essai. Eddie Allen, une autre légende de l'aviation. Vétéran de la Grande Guerre, Allen était en charge de tous les essais pour Boeing depuis 1927. Ponctuellement, Boeing acceptait de louer les services de son pilote d'essai vedette à ses concurrents. Une location chère, très chère même, mais quasiment incontournable. Aucune compagnie d'assurance américaine n'acceptait à l'époque de couvrir un vol d'essai, sauf si Big Eddie était aux commandes de l'appareil. En janvier 1943, Eddie Allen vient de mener les premiers vols tests du Boeing B-29 Super Fortress pour le compte de l'armée. Le B-29, le seul autre quadrimoteur équipé des colossaux moteurs Wright 3350. Pour Lockheed, le choix d'Allen est une évidence. À bord du Connie No. 1, outre Eddie Allen, prennent place son copilote habituel Milo Burkham et Kelly Johnson, qui assume le rôle d'ingénieur de vol. Connie No. 1 décolle dans le rugissement de ses moteurs et s'élève gracieusement vers les nuages. Le vol dure 50 minutes, sans aucun incident, et l'avion se pose dans le désert du Mojave, à 150 km au nord de Los Angeles, avant de redécoller pour Burbank. À l'issue des 6 allers-retours qu'il effectue dans la journée aux commandes du Connie, Eddie Allen déclare « C'est presque trop facile. Piloter cet avion, c'est comme glisser dans l'air. » Son copilote, Milo Burkham, ajoute « C'est un rêve. Je suis impatient de m'envoyer en l'air encore une fois avec cet avion. » En attendant, le Constellation est bon pour le service. L'US Air Force l'adopte comme transport de troupes ultra rapide et les premiers exemplaires sont mis en fabrication, alors même que les essais se poursuivent. Incorporé, un cauchemar. Moi, l'enfant chéri, le meilleur d'entre tous, celui à qui le monde était promis, obligé de porter l'uniforme et de marcher au pas. C'était au-dessus de mes forces. Quant à aller me battre, n'en parlons même pas. Ce n'est pas que je manque de souffle ou de courage, c'est que tout ça, c'était pas pour moi. C'était pas moi. Moi, j'aimais le raffinement, l'élégance. Je voulais fréquenter le beau monde. Pas trimballer des bidasses anonymes qui allaient se faire trouer la peau par d'autres bidasses anonymes. L'armée m'a volé ma jeunesse, bon Dieu. Au moins, je n'ai tué personne. Enfin, pas à ce moment-là. Et puis, j'ai fait le mur. Au moins une fois avec mon père. Quel pied on a pris. Lockheed Constellation, world's largest land-based transport plane, prepares to make its first public flight, a non-stop hop 2,600 miles across the United States. Le 17 avril 1944, Howard Hughes décolle de Los Angeles aux commandes du Connie No. 1, direction Washington, D.C. Fly away with me. Le milliardaire a obtenu de l'armée de l'air l'autorisation de tenter un nouveau record de traversée des États-Unis. Pour l'occasion, il a fait repeindre en secret l'appareil aux couleurs de la TWA. Powered with 4 18-cylinder motors, the 80,000-pound superliner wings its way eastward from California to Washington, D.C. Length and wingspan a third greater than present-day transport planes, the giant Constellation races across the continent at 355 miles an hour. Fly away, fly away. Hughes fait grimper l'avion jusqu'à 5180 mètres d'altitude et rejoint la capitale fédérale en 6 heures, 57 minutes et 51 secondes. Record battu. Le coup de pub est énorme, tant pour la TWA que pour Lockheed.
Mais c'est aussi un coup de bluff. Une fois l'exploit accompli, l'avion est repeint en kaki aux frais de la Hughes Tool Company et restitué à l'armée. En tout, 260 exemplaires du Constellation seront commandés par l'armée américaine au cours du conflit. Des avions destinés exclusivement au transport de troupes, dont les premiers exemplaires seront attribués aux généraux américains dirigeant les différents états-majors en campagne. Le Connie est le plus rapide même que le fameux Zéro japonais. Et sa cabine pressurisée lui permet de voler à des altitudes qui le mettent hors d'atteinte des chasseurs ennemis. Mais lorsque la guerre s'achève, en septembre 1945, l'armée a déjà réduit sa commande à 22 exemplaires. Seuls 15 ont été livrés, dont les 9 premiers seront rapidement réformés à l'issue du conflit. Pour autant, le Constellation n'en a pas fini avec l'armée. Au fil des années, les versions militaires du Connie se succéderont. Et le dernier vol militaire d'un Constellation aura lieu en 1980. Mais c'est une autre histoire. Pour l'instant, la paix reprend ses droits et le Constellation va enfin pouvoir accomplir son destin. La qui, nom de Dieu! Enfin, j'allais pouvoir ouvrir mes ailes et conquérir le monde. Depuis le temps que j'attendais ça. Et là, ça y était, boum! Du jour au lendemain, j'étais libre, j'étais beau, et le monde s'offrait à moi. J'avais une faim d'ogre. Je voulais planter mes dents dans la planète, en faire le tour, séduire les femmes et les hommes. Je voulais connaître les puissants du monde, m'auréoler de leur gloire, m'encanailler de leurs vices. Je voulais jouir de l'instant, et que cet instant ne s'arrête jamais. Hurry back, hurry back, hurry back, hurry back. How my lips are missing that down home kissing. In your arms I wanna be. And my heart. Lorsque l'armée annule la commande de 258 exemplaires du Constellation à l'automne 1945, Lockheed se retrouve dans une position financière extrêmement délicate. Une centaine d'appareils sont déjà en fabrication, qui n'ont plus de clients. L'usine de Burbank est même fermée, 5 jours durant, la direction souhaitant réfléchir à la poursuite des activités de la société. Mais la TWA d'Howard Hughes attend depuis 2 ans de pouvoir accueillir dans sa flotte l'avion révolutionnaire qu'elle a contribué à concevoir. Elle sera la première livrée. Dans la foulée, toutes les compagnies américaines passent commande. Hughes ne doit en aucun cas être le seul à pouvoir assurer des liaisons directes à travers le pays. En décembre 1945, tous les Constellations dont l'armée ne voulait plus ont trouvé leurs acheteurs. Et 100 autres sont en commande. Pour répondre à la demande, Lockheed doit même racheter les exemplaires réformés par l'US Air Force, ainsi que des pièces détachées et des machines-outils. Le succès est inespéré. D'autant que le fantasque Howard Hughes continue de faire la promotion de sa machine volante. Le 15 février 1946, il inaugure la première liaison régulière Los Angeles-Washington DC sans escale à grand renfort de publicité. Pour le vol inaugural, il s'offre un casting de luxe. Lana Turner, Edward J. Robinson, Paulette Goddard, William Powell, Linda Darnell, Cary Grant. En tout, 35 des vedettes les plus en vue d'Hollywood sont invitées, accompagnées, bien sûr, d'une poignée de journalistes triés sur le volet. Hughes prend lui-même les commandes de l'appareil, il emmène son aréopage prestigieux à 8000 mètres d'altitude, fait couler le champagne à flot dans la cabine pressurisée et servir des repas d'un raffinement jamais vu entre ciel et terre. À leur arrivée, tous se déclareront positivement enchantés de l'excursion qui, pour être un peu longue, s'est déroulée le plus merveilleusement du monde. Star des avions, le Connie est désormais l'avion des stars. D'autant que Hughes n'en est pas à sa première opération du genre. Le 3 décembre 1945, il avait organisé un vol baptisé Paris Sky Chief, embarquant 23 personnalités du show business pour un vol d'essai vers Paris. Un vol d'essai, mais surtout une formidable opération de communication.
l'avion s'était posé sans encombre au Bourget après 2 escales et 12h57 de vol. Pourtant, 2 mois plus tard, c'est un connu de la Paname qui réalise la première liaison commerciale New York-Paris sur le même parcours. La lutte est ouverte pour la maîtrise du ciel transatlantique. Elle sera âpre et sans merci. D'autant que les compagnies aériennes américaines se découvrent de nouveaux concurrents qui eux aussi aspirent à tracer des lignes transcontinentales. La néerlandaise KLM d'abord, puis Air France, la Qantas, la Lufthansa, BOAC, future British Airways, commandent à leur tour des conies par dizaines. On dit que les voyages forment la jeunesse. Alors j'ai été à la meilleure des écoles. Moi, le gosse de riche avec un père texan et une éducation de blouson doré californien, j'ai navigué sous tous les pavillons et toutes les latitudes. Mes équipages parlaient français, allemand, espagnol, hindi ou hébreu. J'étais une tour de Babel à moi tout seul. Sauf que moi, j'avais réussi à m'élever au-dessus des nuages. Et je traçais des routes droites, fluides, étincelantes à travers toute la planète. Voyager avec moi, c'était un divin privilège. A Constellation of the British Overseas Airways Corporation starts a new service for winter tourists. From foggy London to tropical sunshine at cut prices. Flying high over the icy north, the Constellation gets on course. West Indies, here we come. Et c'est depuis l'Europe que le Connie va réellement conquérir la planète. L'Europe, ses anciennes puissances coloniales et leur poussière d'empire lui ouvrent le monde. D'Amsterdam, on vole vers Jakarta ou le Cap. De Paris, vers Alger ou Abidjan. De Londres, vers Delhi ou Bombay. De Lisbonne, vers Rio de Janeiro. Des vols qui restent réservés à une clientèle très sélecte, désirant voyager plus vite, plus loin, mais sans renoncer à son standing. Il faut dire qu'un aller-retour Paris-New York, le plus fréquenté, coûte en 1946 la modique somme de 750 $, ce qui, ramené au coût de la vie de l'époque, équivaudrait à payer aujourd'hui le même billet environ 10 000 €. Une fois à bord, on en a pour son argent. Sur ces vols encore très longs, plus de 15 heures en moyenne pour franchir l'Atlantique, les passagers sont en général accueillis sur la passerelle par le pilote, qui désormais est le commandant de bord. Pendant ce temps, dans la cabine de pilotage, son copilote procède avec l'ingénieur de bord à toutes les vérifications techniques qu'impose la checklist. Engine instrument. Normal. Generator. On. Carburetor air. Cold. Propellers. Full increase. Mixture. Bridge. Hill pops. On high. Airplane. Ready. Kansas City Tower. TWA Flight 2. Ready for takeoff. Ready to start. Start 3. Contact 3. Idlewild ground control from Eastern 601. Ready for clearance. Roger, Eastern 601 cleared for takeoff. All right, brakes off. Here we go. Ready for takeoff. Gear up. Gears coming up. Oh boy, this is the life. À l'arrière, les passagers découvrent les charmantes représentantes d'une toute nouvelle profession, les hôtesses de l'air.
Ces jeunes filles semblent animer de leur danse le domaine mystérieux du Grand Maulne. Mais ici, on ne rêve pas de mariage, car une future hôtesse de l'air ne saurait être enchaînée à la terre. Jeune et jolie, elle doit faire vœu de célibat. Déjà pourvue de diplôme, elle doit pâlir encore sur le droit, les règlements officiels, la géographie et beaucoup d'autres matières ardues. Avec les lignes transcontinentales, les femmes intègrent en masse les équipages. Pas encore aux commandes. Il faudra pour cela attendre 1974. D'ailleurs, pour l'heure, ces filles du ciel sont toujours placées sous les ordres d'un steward. Elles sont jeunes, grandes, élégantes. Toutes sont titulaires d'un brevet d'infirmière. Leur mission est simple, s'assurer que tout se passe bien dans la cabine pressurisée du Connie. Après les démonstrations d'usage sur la sécurité en vol, elles se consacreront donc totalement au bien-être de leurs 48 passagers. Des passagers qui se voient proposer des repas dignes des meilleures tables parisiennes, préparés en cabine et accompagnés des vins les plus fins. Les couverts sont en argent, les verres en cristal. Après le repas, on peut savourer un très bon cigare avant de dormir. Et de bien dormir. Les constellations de l'époque sont équipées de sièges convertibles en couchettes, réputés très confortables, dans lesquels les passagers repus se font border par les hôtesses. C'était encore meilleur que tout ce que vous pouvez imaginer. La vie était une fête. Un air de swing, un éclat de rire, une coupe de champagne. Mon horizon était au-dessus des nuages. Je glissais sur le ciel, plus haut, plus vite et plus loin que tous les autres. J'étais beau, j'étais jeune, le monde était à moi. J'emmenais d'un saut les femmes les plus belles et les hommes les plus puissants partout où les guidait leur fantaisie. Un soir à Los Angeles, le lendemain à Rio, et le surlendemain sur la Croisette à Cannes. J'étais un rêve américain. Le rêve d'un monde libre où chacun peut accéder à la richesse et à la célébrité pourvu qu'il en ait le courage et l'étoffe. Et c'est là que j'ai commencé à tomber. À l'OPCL, ici régulation matérielle. Demande au point de stationnement pour mise en piste du BGNB destination Dakar-Rio. Point de stationnement BGNB Charlie 4. Le commandant Guérin et son équipage vous souhaitent la bienvenue à bord. Cet appareil est un super Constellation. Sa vitesse de croisière est d'environ 540 km/h. Notre prochaine escale sera Dakar, que nous atteindrons à 9h30 de vol. Hector Bravo demande autorisation de rouler des hangars Air France et traverser les pistes. Hector Bravo autorisé à traverser les pistes après décollage du Bravo Foxtrot pour New York. Le 26 avril 1948, un Constellation décolle de l'aéroport du Bourget près de Paris. Cette fois, pas d'escale prévue. Pour la première fois, un vol commercial va tenter une liaison transatlantique directe entre Paris et New York-LaGuardia. 16h23 plus tard, le Constellation se pose sans encombre sur l'aéroport de la Grosse Pomme. Le pari est gagné. Pour autant, le vol régulier Paris-New York continue de faire escale aux Açores. Le 27 octobre 1949, à 20h05, c'est dans ce vol qu'embarque le boxeur Marcel Cerdan. La brasserie de Marcel Cerdan à Casablanca est fermée. Le grand champion n'est plus. Il gagna sa renommée dès ses premiers matchs au Maroc. Acceptant toujours la bataille, il l'a terminée d'un geste sec. Cerdan, qui avait perdu son titre mondial face au Raging Bull américain Jake LaMotta, part chercher sa revanche et récupérer sa ceinture. Cerdan n'aime pas l'avion. Il avait prévu de traverser l'Atlantique en bateau. Il avait le temps. Le match n'est programmé qu'en décembre. Mais Edith Piaf, avec qui il vit une histoire d'amour échevelée, l'attend déjà de l'autre côté de l'océan et elle s'impatiente. Ce jour-là, elle lui a téléphoné et l'a convaincu de prendre l'avion pour la rejoindre au plus vite. Le premier avion pour New York est complet, mais la célébrité est un sésame universel. Le vol se déroule d'abord sans encombre.
Le Coney doit faire escale aux Açores après 6 heures de vol pour se ravitailler en carburant. À 2h51, la tour de contrôle de l'aéroport de l'île de Santa Maria perd tout contact avec l'avion. Inexplicablement, celui-ci a dévié de sa route pour venir percuter le mont Redondo sur l'île voisine de São Miguel. Les 48 passagers sont morts sur le coup. Cerdan n'affrontera pas Jake LaMotta. Tout le monde pourtant veut désormais son Coney. En 1947, l'Inde a obtenu son indépendance politique. Elle doit maintenant s'affirmer comme une puissance économique. La famille Tata, qui possède le plus grand conglomérat industriel du pays, cède au nouvel État indien 49% des parts d'Air India, parce qu'un grand pays se doit désormais d'avoir sa compagnie nationale. Une compagnie qui, pour rivaliser avec les grandes compagnies occidentales, choisit de se doter d'une flotte de constellations. Le premier livret est baptisé Malabar Princess, du nom de la colline qui surplombe Bombay, berceau de la famille Tata. Le 8 juin 1948, le Premier ministre Nehru inaugure à son bord une nouvelle ligne Bombay-Londres avec escale au Caire et à Genève. Le 3 novembre 1950, c'est ce Malabar Princess qui décolle de Bombay à destination de Londres. Un vol de routine désormais. À 10h45, le commandant de bord s'annonce par radio à la tour de contrôle de Genève. Pas d'incident, pas de panne, un léger vent d'ouest. 3 heures plus tard, l'avion n'est toujours pas en vue de l'aéroport suisse et ne répond plus à la radio. S'il est encore en vol, il est à court de carburant. Les recherches sont lancées depuis Chamonix et Saint-Gervais, mais ne peuvent progresser. Entre-temps, le vent d'ouest s'est mué en une de ces titanesques tempêtes dont la montagne a le secret. Le lendemain, une reconnaissance aérienne permet de repérer une aile du Coney à 15 mètres sous la cime du Mont Blanc. L'avion a apparemment accroché le sommet du bout de l'aile droite et s'est disloqué avant de s'écraser. 15 mètres plus haut, 3 fois rien, et il passait. Il faudra 4 jours aux sauveteurs pour retrouver les restes de la carlingue. Un guide de haute montagne de Chamonix perdra la vie, venant alourdir le bilan de la catastrophe à 49 victimes. Le crash ne sera jamais élucidé et la majeure partie des débris de l'avion resteront introuvables. Depuis, de temps à autre, un morceau de métal tordu, charrié par le glacier, refait surface. En 1989, c'est un moteur entier du Coney qui est ainsi réapparu. Mais la globalisation est en marche et les Coneys en sont les fers de lance. Dans les années 50, ils voleront sous tous les pavillons. Canadiens, Grecs, Chinois, Cubains, Camerounais, Colombiens, Espagnols, Sud-Coréens, Portugais, Panaméens, Suisses, Marocains. D'autant que le Coney, modifié en 1950 en super constellation, peut désormais embarquer une centaine de passagers avec une autonomie considérablement accrue. Franchir sans escale les océans ne relève plus de l'exploit, mais du quotidien des équipages. Mais malgré cette intensification des vols, cette multiplication des destinations et des compagnies, voler en Coney demeure l'apanage d'une élite voyageuse. Traverser l'Atlantique en super constellation, c'est encore s'assurer de voyager en bonne, en très bonne compagnie. Témoin, cette histoire rapportée par un équipage d'Air France. Lors d'un vol New York-Paris, l'une des passagères atteinte de sclérose en plaques et se rendant à Lourdes, en espérant une guérison miraculeuse, fait un malaise. Un homme très distingué, inquiet de la voir dans cet état, vient s'installer à côté d'elle, la réconforte, s'enquiert de sa santé, de sa famille, note son adresse, puis retourne à sa place en lui souhaitant un bon voyage. Une hôtesse s'approche de la malade et lui dit « Vous l'avez reconnu, bien sûr ?»« Non, qui est-ce ?»« Mais enfin, c'est Monsieur Marlon Brando. » Brando, qui discrètement prit à sa charge l'intégralité du voyage de la malade, ainsi que les frais de son séjour en France. Il lui écrivit à son retour aux États-Unis pour prendre de ses nouvelles et continua tout au long de sa vie à entretenir cette relation épistolaire. Le miracle attendu n'eut pas lieu à Lourdes, mais au-dessus de l'océan, à 6000 mètres d'altitude, à bord d'un super constellation. Aux États-Unis, le président Eisenhower, quant à lui, inaugure une tradition.
il fait acheter 2 super constellations à l'Air Force qui seront réservées à l'usage exclusif de la Maison-Blanche. Ike connaît bien le Connie. L'un des premiers exemplaires produits lui avait été attribué comme appareil d'état-major à la fin de la guerre. Les super Connies de la présidence sont eux aussi totalement réaménagés. Salle de réunion, couchette privative, salle à manger. Ils sont baptisés Columbine par Mamie Eisenhower, la First Lady, qui en adore les lignes élégantes. Columbine, la fleur emblématique de son état d'origine, le Colorado. Et comme indicatif de vol, Air Force One. Oui, j'avais convoyé des stars de cinéma, des vedettes de la chanson, du sport, des grandes figures de la politique. Mais là, j'étais vraiment au sommet. Air Force One. J'étais le symbole même de la puissance américaine, le taxi du boss, Mr. President. Mais le problème, quand on est au sommet, c'est qu'on ne peut que redescendre. Et plus on est haut, plus cette descente est vertigineuse. En fait, à ce moment-là, j'étais déjà sur la mauvaise pente, mais je ne le savais pas encore. D'autres étaient déjà là, qui attendaient de prendre ma place et qui étaient prêts à tout. La fin du rêve était inéluctable. Elle fut rapide et brutale. The designers and engineers models of tomorrow's airplane. Jet models for faster speeds and higher altitudes. Dès avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, les premiers avions propulsés par des réacteurs avaient fait leur apparition. Beaucoup plus rapides et surtout beaucoup moins gourmands en carburant, ces jets étaient appelés à être les maîtres du ciel. Mais lorsque sortit des usines Lockheed le premier Constellation civile en 1946, les seuls jets développés n'étaient encore que des appareils militaires de petite envergure. Les premiers concurrents du Connie furent donc d'autres quadrimoteurs à hélice produits par Douglas et Boeing. Développés pendant la guerre, disposant de performances presque équivalentes à celles du Constellation de Lockheed, ils n'en avaient pas l'élégance racée et gardaient l'allure lourde de leurs prédécesseurs. Mais lorsqu'en 1952, le constructeur anglais de Havilland fait décoller son Comet X-1, la cause est entendue. Les jets sont l'avenir de l'aviation civile. Jets have pushed the airplane to where it is today. These remarkable engines developed thrust. No propellers needed. They work like rockets, literally blowing a plane through the air by means of an exhaust blasting out of a tailpipe. Lors de son vol inaugural, le Comet rallie Londres à Johannesburg à près de 900 km/h. Il vole à 12 800 mètres d'altitude, loin au-dessus des turbulences qui secouent tous les passagers des vols à hélice, même ceux des Super Connies. Sur un trajet Londres-New York, le temps de traversée passe de 19 à 12 heures. La reine du ciel est désormais britannique. Mais le Comet enchaîne avaries, incidents de vol et crash. L'appareil n'est pas fiable. À 12 000 mètres, la pressurisation de l'habitacle transforme la moindre faiblesse de structure en un trou béant, déchirant la tôle comme du papier journal. Le Comet est suspendu de vol après 18 mois d'exploitation. L'aviation à hélice bénéficie d'un répit. Un répit, un sursis plutôt, et très bref. En 1952, Boeing annonce la construction d'un quadrimoteur civil à réaction. Ce sera le B707. Il vole à plus de 1000 km/h, à une altitude de 17 000 mètres, sur une distance de 6 800 km. Et il peut embarquer jusqu'à 179 passagers. En 1951, les 71 passagers des Super Constellations mettaient 16h45 pour atteindre New York après une escale à Shannon. En 1960, 144 passagers luttent à 900 à l'heure contre la Terre qui tourne près de 2 fois plus vite.
Dès les premiers mois de 1958, les ventes sont phénoménales. 1012 Boeing 707 seront construits durant les 20 années de sa production. Le Constellation, toute version cumulée, n'aura été produit qu'à 800 exemplaires. Le Connie était l'avion des stars qui, dans les années 50, avait porté Hollywood au firmament. Mais les temps changent, comme le chantera bientôt Bob Dylan, et les stars cèdent le pas à la jet set, caste privilégié qui saute d'un avion à l'autre pour ne connaître qu'un long jour sans fin. Être et avoir été. C'est très dur de ne plus être en haut de l'affiche, vous savez. J'étais fait pour être une star. La gloire m'était due. J'étais doué, j'étais le meilleur, je les surclassais tous. Et puis on me l'a volé. Bien sûr, j'avais eu mes moments de faiblesse. J'avais sombré, j'étais tombé encore. Mais je me relevais toujours plus fort, plus beau, plus flamboyant que jamais. Puis il y a eu la chute de trop. L'accident qui a signé ma fin de carrière. C'est au passif de la construction aéronautique américaine qu'il faut inscrire la mésaventure des constellations. Les immenses appareils Lockheed, dernier mot de la technique de l'aviation de transport, viennent d'être frappés d'une interdiction de vol d'1 mois par la direction de l'aéronautique civile américaine à la suite d'un accident qui donna lieu à enquête. Le 16 décembre 1960, le vol 266 de la TWA, un Super Constellation, est en approche sur New York. Mais alors que l'avion, sur le point d'atterrir, survole Brooklyn, un DC-8 de United Airlines le percute de plein fouet. Le ciel new-yorkais s'embrase. Le DC-8 s'écrase sur un quartier résidentiel de Brooklyn, tuant 6 personnes au sol et ses 78 passagers. Le Super Constellation et les corps des 44 personnes qui voyageaient à son bord tombent dans la neige qui recouvre Staten Island. Dans les décombres, un survivant. Stephen Baltz, 11 ans, gravement brûlé à la face. Aux pompiers qui l'évacuent vers le New York Methodist Hospital, il déclare « Je regardais par le hublot la neige qui tombait sur la ville. C'était beau comme un conte de fées. Il mourra le lendemain matin, les poumons saturés de vapeur de kérosène. » Ce double crash, connu depuis sous le nom de New York Air Disaster, marqua si bien les esprits que lorsque le 11 septembre 2001, un premier avion percuta la tour nord du World Trade Center, tous les témoins l'évoquèrent pour décrire ce qu'ils avaient vu. Pour le Constellation, cet accident sonne le glas d'une carrière à bout de souffle. La boîte noire du DC-8 aura beau révéler que le pilote du jet avait dévié de sa route et s'était perdu dans le brouillard, rien n'y fit. C'était l'accident de trop. Il faut dire que depuis sa mise en service, le Constellation en avait connu beaucoup. Pas une année ne s'était passée entre 1945 et 1960 sans qu'un Constellation ne soit impliqué dans une catastrophe majeure. Toutes les compagnies ayant acquis des Constellations eurent, à un moment ou à un autre, à faire face à des crashs catastrophiques. Un beau jour, j'ai réalisé que j'avais vieilli. J'étais usé, fini. J'ai bien essayé de m'en sortir, mais il était trop tard. Ce monde n'était plus le mien, je ne le comprenais plus. Vous savez, j'ai toujours eu en horreur ces vieilles stars ringardes qui s'accrochent à leur gloire éteinte, se fardent comme des camions volés pour garder l'air jeune. Je voulais pas finir comme ça. Alors je me suis éclipsé, doucement, sans bruit. Oh, j'ai bien continué à bourlinguer à droite, à gauche. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai rendu service, histoire de ne pas me sentir totalement inutile. J'ai trempé dans des histoires louches aussi. Bref, je me suis fait oublier. Hamburg Tower, 420, ready for takeoff. Lufthansa 420, you are clear to go. The service wind is calm. En 1956, Lockheed lance une ultime version du Constellation, le Starliner, pouvant embarquer jusqu'à 99 passagers avec une vitesse de croisière de 607 km/h. C'est enfin l'avion dont avait rêvé Howard Hughes. Mais il arrive trop tard. Le Boeing 707 a déjà démontré qu'aucun avion à hélice ne pourrait plus désormais égaler ses performances.
Bientôt, Douglas lancera son DC-8 qui parachèvera la disqualification des Connies et Super Connies. À l'aube des années 60, toutes les grandes compagnies bradent leur constellation, reléguées aux compagnies de seconde zone qui pourront enfin se les offrir parce qu'ils ne vaudront plus rien, ou presque. Les constellations seront pour l'essentiel reconverties en avions de fret dédiés aux moyennes distances. Paradoxalement, c'est dans l'armée que les constellations eurent finalement la carrière la plus longue. Une carrière discrète toutefois, bourrée d'équipements radio, de systèmes de contre-mesure électroniques, d'instruments de télémétrie, boursouflés de radars, ces constellations et super-constellations militaires furent de tous les conflits de la guerre froide. Chargés de missions de renseignement, d'écoute ou de guidage, ils patrouillèrent au large des côtes vietnamiennes, survolèrent la frontière entre les deux Corées, surveillèrent l'Iran roméniste. Ils furent les précurseurs du Boeing AWACS, cheville ouvrière du renseignement militaire américain moderne. Un destin étrange pour un avion que ses concepteurs, Howard Hughes en tête, n'avaient imaginé que civil et dédié au transport de passagers. Le dernier vol commercial sur Constellation aura lieu en 1968, 22 ans après la mise en service du premier Connie. Hasard, cette année-là devait marquer dans l'histoire, d'une certaine façon, la fin du rêve américain. Décidément, il n'y avait plus de place pour la reine des airs, imaginée 30 ans plus tôt par un magnat du pétrole, entiché d'Hollywood et passionné d'aviation. Au bout du compte, je n'ai pas à me plaindre. J'ai eu une vie flamboyante. J'ai été une comète, une étoile filante qui a illuminé votre ciel. Je vous ai ouvert des voies nouvelles. J'ai plié le monde à ma volonté. J'en ai réduit les distances pour le mettre à votre échelle. Je vous ai fait rêver. Et je vous ai permis de dépasser vos rêves, d'aller plus haut, plus vite que vous n'imaginiez pouvoir le faire. J'ai marqué votre histoire, et j'en suis fier. Je suis une star, de celle qui ne meurt jamais tout à fait dans votre mémoire collective. Je suis une star, et on m'appelle Constellation.